Quel est votre métier et quel rôle exactement avez-vous dans l'entreprise? Alors, le métier, c'est tout simplement de devoir conduire les gens ou les groupes qui en ont besoin là où ils doivent aller, dans les meilleures conditions de sécurité, de temps, de délai. Alors, moi, je fais ça depuis 50 ans, puisque j'ai passé mon permis le 4 septembre 1974, et j'ai fait vraiment de tout. Du circuit scolaire, des voyages de tourisme, des sorties à la journée, et j'ai même travaillé dans les bureaux puisque j'analysais les disques et les cartes des conducteurs pendant, presque une dizaine d'années. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Eh bien, j'ai toujours aimé conduire et dès très jeune, à la ferme, je choisissais toutes les occasions pour conduire le tracteur ou d'autres engins. Et l'un de mes frères, qui est plus âgé, travaillait dans une entreprise, il avait son permis aussi. Bon, ça m'a tenté. Alors j'ai passé le permis vers l'âge de 25 ans, et puis j'ai commencé à conduire des groupes, des circuits scolaires, des sorties avec des équipes de foot, de basket ou d'autres sports, des clubs de musique, des personnes âgées et de tout. Quelle formation avez-vous faite? Alors j'ai passé le permis, ça c'était un peu moins compliqué que maintenant. Il fallait bien connaître le code de la route et quelques questions spécifiques au permis transport en commun. Alors c'était avec une série de diapositives pour le code de la route et les questions de véhicules, tonnage, réglementation du travail. Et quand on avait le code, donc on passait la conduite, on partait sur la route avec un inspecteur et là, il nous faisait faire un circuit, des manœuvres, des démarrages en côte, différentes choses. Et comment étaient les personnes qui avaient là-bas, les moniteurs ou les formateurs? Alors, je suis passé dans une petite entreprise de La Roche-sur-Yon. Je me souviens pas du nombre de leçons de conduite que j'ai eues, mais c'était souvent avec le patron, parfois avec un ouvrier, et c'était sa femme qui s'occupait des questions du code de la route. Et combien de temps a duré la formation? Je pense que ça s'est échelonné à peu près sur 6 mois. Et quels étaient les tarifs de la formation? Là, je ne me souviens pas, c'était en France il y a 50 ans. À partir de quel âge est-ce que vous pouviez passer ce permis? Je crois que c'était 21 ans. Et il y avait beaucoup de personnes qui le passaient? Comme c'était une entreprise familiale, c'était en individuel, donc je ne savais pas s'il avait beaucoup d'autres clients. Il faisait tous les permis, donc il y avait beaucoup de permis voiture. Probablement qu'il y avait d'autres qui passaient le poids lourd et le transport en commun en même temps que moi. Je n'en ai pas rencontré beaucoup. Et comment se déroulait exactement la formation? Donc c'était en individuel. Donc j'ai dit déjà le code de la route, on passait des diapositives et on répondait, on choisissait la bonne réponse sur trois ou quatre. Et puis il y avait la conduite. Donc on allait un petit peu partout. Puis le moniteur nous essayait de nous faire passer dans un endroit un petit peu difficile, et puis de nous dire bon là est-ce que tu as le droit, là pas le droit, d'après le tonnage. Et je passais sur un camion de Renault de type goélette. Quand êtes-vous rentré dans une exploitation et chez Nombalais? Alors peu après avoir passé le permis, j'ai travaillé pour l'entreprise Hervoué. Je me trouvais à ce moment-là au Poiré-sur-Vie et j'ai travaillé pendant 15 ans chez eux. Quelques années après, j'ai commencé à organiser moi-même des voyages en France et à l'étranger, des camps, des colonies de vacances, des voyages pour adultes. Je suis allé à Rome, au Portugal, en Pologne. Bon, et après, j'en ai fait beaucoup plus. Étant enseignant à Saint-Révérend, j'ai conduit le premier car non-balai, un S45 rouge, au printemps 1989. Quel véhicule avez-vous conduit à vos débuts dans l'entreprise et aujourd'hui? Ça pourrait être long de citer toutes les marques et toutes les centaines de véhicules que j'ai conduits. J'ai fait la liste jusqu'en 2020 et maintenant, comme les immatriculations puis le parc s'est drôlement agrandi, donc je ne l'ai
pas faites, mais j'en ai peut-être 350 dessus, et il faudrait peut-être en rajouter pas loin de 50. Donc des Saviem, SC5, S45, S53, des Mercedes, beaucoup de modèles, bon, des 322 de la Poste, c'est là-dessus que j'avais commencé, euh, de la Poste allemande. Des Renault, des Berlier, des Fiat, Jonker, Vanol, Iveco, Cetra, Volvo, Neoplan, Scania, Bova, VDL, MAN. J'ai conduit pratiquement tous les cars de l'entreprise ici. Et donc des Récréos, les Iveco pour le scolaire et les Mercedes et tous les cars de tourisme. Quel était votre véhicule préféré chez Lombalais et dans tous les véhicules? Je saurais pas trop le dire parce que j'aime tout. Et mais j'ai quand même bien aimé un Cetra, un Rational qui était chez Lombalais à l'époque, et un autre Cetra aussi, un 315 GT HD chez Lombalais avec lequel j'ai fait beaucoup de voyages. La Pologne, et dans beaucoup d'autres pays. C'est vrai que le car de tourisme, c'est d'un autre confort que les cars scolaires. Mais je peux dire que j'ai vraiment tout aimé. Est-ce que vous avez des souvenirs avec certains véhicules qui vous ont marqué? Ils m'ont marqué, oui, parce que il y a des voyages qui correspondaient aussi avec. Bon, je pense aux 215 HD couchettes. J'ai fait des séjours à la neige avec. Bon, c'est oui, mais beaucoup d'autres HD aussi avec lesquels je suis allé en voyage. Bon, j'ai un souvenir quand même d'un Scania qu'on a eu, enfin qu'il y a eu chez Lombalais pendant la Coupe du Monde 1998. Et il y avait le trophée qui était en photo et des ballons et plein de choses. Je crois qu'il y avait le coq aussi, le coq français. Il était très regardé par les gens autour. Et je me souviens d'avoir emmené des enfants d'une colonie qu'on est allé à chercher à Paris et qu'on a ramené sur la côte vendéenne. Ah là, ils étaient en admiration. Est-ce que vous avez des souvenirs de certains voyages qui vous ont marqué? Je dirais presque tous, parce que c'est tellement différent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Je dirais en France, j'aime beaucoup la Bretagne, j'aime beaucoup la Dordogne, j'aime beaucoup la Provence, le Pays Basque me plaît beaucoup aussi. J'aime aller dans les Alpes. Mais alors, j'ai visité une vingtaine de pays. Donc la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie, et j'en oublie peut-être quelques-uns. Quel voyage avez-vous le plus aimé? Je dirais tous là aussi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et alors, avec les groupes que j'emmenais, il y avait une ambiance dans certains voyages. Il y avait des conteurs, des chanteurs, des humoristes, des gens qui jouaient d'un instrument. Il y avait vraiment euh, de l'ambiance. Et puis, il y a eu des petites aventures un petit peu partout. Bon, des anecdotes, une personne qui arrive en retard, on l'attend ou on la cherche partout, elle était perdue dans une ville. Je pense une fois dans les mines de Wieliczka en Pologne, des gens qui n'avaient pas suivi le groupe et ils sont pas sortis en même temps que les autres de la mine. On les a attendus pendant un moment. Bon, il y a quelqu'un qui les a attendus, puis nous, on est allé au restaurant et il les a ramenés après en taxi. Un autre endroit à Prague, par exemple, je revenais de Pologne et le midi sur la route, au moment où on était au restaurant, l'agence Non-Balai m'appelle en disant il y a changement d'hôtel pour ce soir. Alors j'avais mon plan de Prague, je le prends et la fille de l'agence me dit c'est tel hôtel. Alors elle me montre un endroit sur la carte, enfin elle me dit tiens tu regardes en haut à droite de la carte, je pense qu'il est là l'hôtel. Effectivement je regarde, il y avait le nom. Bon, mais très bien. Et puis je me dirige là-bas le soir. Ben non, on n'attend pas de groupe. Euh, ah, et puis l'hôtel n'était pas prêt. Et puis là, c'est là que je donne l'adresse qui m'a été donnée. Ah, mais c'est que c'est pas là. C'était à l'autre bout de la ville. Il y avait un hôtel qui portait le même nom. Bon, il était 20h30, fin du mois d'août là-bas. Le jour tombe plus tôt que ici.
Je me suis dit: «Oh là là, repartir après avoir fait, 5 ou 600 ou 700 kilomètres dans la journée». Heu, j'ai demandé à ce qu'on appelle un taxi et le taxi est allé devant nous pour m'indiquer le chemin, pour que je n'ai pas à chercher et on est arrivé dans l'hôtel qui était bien destiné pour nous. Est-ce qu'il y avait des marques plus présentes que d'autres chez Nombalay ou en général? Chez Lambalet, quand dans les débuts à Quex, il y avait beaucoup de Mercedes et de Cetra, c'était la majorité des cars. Maintenant, ça a bien changé. En scolaire, bon, il y a encore, je sais pas, peut-être une trentaine de Mercedes Inturo. Il y a un en tourisme. Ensuite, il y a beaucoup d'Iveco. Alors là, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Ça a commencé par, il y a eu les récréos aussi. Il y en avait une vingtaine, mais maintenant, ça y est, ils sont en fin de course. Depuis quelques années, il est rentré des MAN aussi. Bon, ce sont des véhicules intéressants aussi. Et on passe de plus en plus à l'automatique. Est-ce qu'il y avait des véhicules qui étaient plus répandus que d'autres, par exemple le FR1 ou la gamme de chaussons? À ce moment-là, il y avait, oui, beaucoup de FR1. Il y avait des Tracer, c'était des Renault aussi, ou des PR14 ou PR10 ou PR d'une autre catégorie. Maintenant, dans toutes les entreprises, on trouve beaucoup d'Iveco, quelques Mercedes, enfin beaucoup encore, et quelques MAN. C'est pratiquement les modèles les plus répandus. Il y a quand même chez Sobetour la marque Fast qui est fabriquée un peu par leur agence. Et on trouve aussi quelques autres marques qui sont apparues en France, là, les Temsa ou les Isuzu, c'est un peu plus récent. Avez-vous remarqué des évolutions au niveau de la fiabilité des véhicules? Oui, c'est sûr que il y a des marques qui sont quand même plus costauds que d'autres. Je dirais que les Bova, ils tiennent pas très très longtemps, ils vieillissent mal. Mais par contre, bon, chez Mercedes, ça va. Et chez Cetra, qui est le haut de gamme, là c'est formidable. Bon, il y a aussi Volvo, Scania et quelques autres qui sont pas mal. Avez-vous noté des évolutions au niveau des performances? Oui, depuis 50 ans, j'ai vu des perfectionnements apportés en matière de moteurs, des moteurs plus puissants et qui consomment moins. Ensuite, moins de pollution. Et en matière d'équipement pour la sécurité, les normes ont beaucoup changé. Et avez-vous noté des évolutions au niveau du confort? Et oui, pour la conduite, par exemple, j'ai commencé avec des cars qui n'avaient pas de direction assistée. En pleine chaleur au mois de juin, on prenait de bonnes suées. J'ai vécu toutes ces évolutions pour le confort de la conduite. Les ralentisseurs beaucoup plus doux que les premiers. Je me souviens que sur les S45, là, ils freinaient, ça pilait presque. Les vitesses au tableau de bord, c'était quand même moins loin que les grands leviers. D'ailleurs, il y a des chauffeurs qui ont eu mal à l'épaule parce que les leviers allaient très loin en arrière. Et puis, des véhicules automatiques maintenant. Amélioration du volant, du siège, du confort, des régulateurs de vitesse, amélioration de l'éclairage, c'est quand même plus agréable. Quand on prend un Bova, c'est limite quelquefois en pleine nuit, alors que si on prend un Cetra, on a un éclairage parfait. Et dans les cars de tourisme, il y a une évolution pour le confort des passagers aussi. Par exemple, les prises de courant, les, les prises USB ou la Wi-Fi dans certains cars, les toilettes, la machine à café, l'aspirateur, ça c'est pour le conducteur, le système anti-collision, c'est-à-dire que lorsque je me rapproche d'un véhicule qui est devant moi, à 150 mètres, ça m'indique la position et la vitesse du véhicule. Et si je me rapproche encore, peu à peu, mon car ralentit et se met à la vitesse du véhicule qui est devant. Ensuite, le contrôle de trajectoire. Si par exemple je me rapproche trop de la ligne du milieu, le siège vibre de ce côté-là. Si je me rapproche trop de la droite, c'est la même chose. Avez-vous constaté des évolutions au niveau du réseau routier en Vendée, en France ou même en Europe?
Oui, les 2 fois 2 voies se sont développées, les autoroutes aussi. Je me souviens d'être allé à Paris uniquement par des nationales. Il n'y avait pas d'autoroute à ce moment-là, dans mes débuts. Et puis, c'est quand même un confort pour les passagers. Le temps de route est moins long, la sécurité est meilleure. Et dans d'autres pays, par exemple, l'Allemagne a construit assez tôt des autoroutes, alors qu'en Pologne, je me souviens les premières années, il y avait tous les joints de dilatation parce que les autoroutes étaient en béton, eh bien on se faisait secouer. Avez-vous constaté des évolutions au niveau de la sécurité? Oui, beaucoup d'organes qui ont été mis sur les cars euh, ont assuré une meilleure sécurité. Je citais tout à l'heure le contrôle de trajectoire, le détecteur là quand on se rapproche trop de la ligne. Bon, il y a quand même la qualité du matériel aussi, les pneumatiques, les suspensions, les systèmes de freinage, les alarmes, de même les équipements de sécurité pour les élèves, gilets réfléchissants, système de comptage. Là, on a euh, bien changé depuis 50 ans. Avez-vous constaté des évolutions au niveau du temps d'exploitation des véhicules ou du kilométrage? Alors, les véhicules sont faits pour rouler assez longtemps. Un véhicule bien entretenu peut faire 1 million de kilomètres. Par contre, en circuit scolaire, la préfecture, enfin, ou le gouvernement, il y a une loi qui dit qu'ils ne doivent pas dépasser 20, c'était 20 ans, c'est passé à 18 ans dans certains départements, et maintenant ils veulent réduire le temps d'exploitation d'un véhicule scolaire. Mais pourtant, les véhicules sont fiables. Un car scolaire a au maximum, au bout de 18-20 ans, environ 400 000 kilomètres. Ceux que je viens d'envoyer vers l'Afrique, là, il y en avait un de 420 000 kilomètres, l'autre de 390 000. Donc, ça peut durer longtemps. S'ils sont bien entretenus, c'est, on peut compter sur de la durée. Y avez-vous vu des évolutions au niveau des destinations des véhicules lors des réformes? Alors, lorsqu'un car arrive en fin de carrière, soit il va à la casse, soit on l'envoie dans d'autres pays. Beaucoup de cars de chez Nombalès sont partis dans des pays de l'Est, la Pologne et même jusqu'au fin fond de la Russie. Personnellement, je m'occupe d'une association humanitaire. J'ai envoyé 3 cars en Guinée il y a 7 ou 8 ans. J'ai envoyé un 4x4 là-bas aussi. Et cette semaine, je viens de conduire avec des collègues des cars au port du Havre. Ils vont aller au Sénégal. Comment étaient les relations avec les passagers à vos débuts et par rapport à aujourd'hui? Je dirais qu'elles ont toujours été bonnes. Je pense que ça vient de moi aussi parce que j'essaie de mettre une très bonne ambiance dès le départ. Je pense que l'accueil des passagers est très très important. Le jour où ils apportent leurs valises, quand ils voient qu'on en prend soin, qu'on leur dit bonjour et que on leur explique comment ça va se passer, même après quand on démarre la journée, on dit voilà, on va faire ceci, cela, on espère arriver à destination à telle heure, on fera une pause à telle heure. Et si vous avez des questions, des soucis, le chauffage, si c'est trop fort, pas assez fort, si n'hésitez pas à le dire. Donc j'ai essayé de mettre les gens à l'aise et puis après entre eux. Et parfois quand je sens que l'ambiance est bonne, je leur dis s'il y en a qui veulent venir raconter des histoires, chanter au micro. Bon, c'est très intéressant. Moi, ça m'est arrivé de raconter de temps en temps une petite histoire ou de pousser un petit refrain quand on est sur l'autoroute ou que c'est en ligne droite. Tout de suite, ça marque l'ambiance. Et à chaque descente, bon, avez-vous besoin de ceci ou de cela? Quand on arrive au restaurant, on indique, tiens, mais, vous venez, les toilettes sont là, avancez. Et, je pense que c'est très très important. Même chose à l'hôtel, voilà, ça y est, pour votre chambre, installez-vous. Et puis après, quand ils reviennent pour manger, ça s'est bien passé, vous ne manquez de rien, et plein de choses comme ça. Euh, L'amitié, le sourire, les bons mots, ça fait de très bonnes relations. Et je dirais que ça se continue tous les jours, même aujourd'hui. Bon, bien sûr, il y a des gens qui
ont un caractère moins joyeux, moins jovial que d'autres. Et quelquefois, on trouve des personnes un peu ronchons, mais on arrive à faire avec. Comment étaient les relations avec les autres chauffeurs et par rapport à aujourd'hui? Pour moi, elles ont toujours été bonnes. J'ai toujours essayé d'être courtois avec eux, poli. Alors la relation, le respect des autres, la politesse, le sourire, ça devrait toujours exister, autant autrefois qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes gentilles, agréables, avec lesquelles on est bien. Et si on sait les prendre, ça se passerait très bien. Elles portent ces valeurs d'écoute et d'attention. Ça n'empêche pas, quelquefois, des différences de point de vue, mais on se respecte. Bon, il existe des gens un peu bornés, qui ne pensent qu'à eux, qui veulent toujours avoir raison, mais si on est poli, respectueux, ça se passe dans l'ensemble assez bien. Oui, avec la collègue, on arrive toujours à s'arranger. Quelquefois, il y en a un qui ne peut pas faire tel ou tel service. Bon, on voit avec les responsables de l'exploitation, du planning, et puis on y arrive. Les gens du planning sont conciliants, ça se passe très très bien. Et puis moi, on me fait souvent appel parce que ils savent que si je suis libre, je répondrai oui. Ça peut être à 4 heures du matin qu'on m'appelle, peux-tu aller en tel ou tel endroit, faire tel service. Ça m'est arrivé un samedi soir à 21 heures, peux-tu partir à Paris tout de suite? Bon, ben, voilà, j'arrive dans une demi-heure, c'est bon. Et puis, il peut y avoir dans la journée, je dois faire un circuit scolaire, puis non, peux-tu changer, peux-tu faire tel autre circuit ou aller à tel endroit à la place? Bon, moi comme j'aime conduire, je dis oui, d'accord, je peux y aller. Et puis dans les relations avec les autres chauffeurs, il y a aussi ceux qu'on rencontre sur la route. La plupart du temps, on se fait un petit bonjour, ou un grand sourire, ou un appel de phare. C'est très sympathique. Il y a des chauffeurs qui le font volontiers, d'autres un petit peu moins, mais j'aime bien. Et comment ont évolué les relations avec le personnel de l'entreprise? Depuis le temps que je travaille avec l'entreprise Non-Balai, hein, au début c'était très familial. On se connaissait bien, on n'était qu'une quinzaine, on formait une équipe. Avec le père Gabi, j'étais vraiment considéré comme de la famille. Maintenant que c'est devenu très important, les relations sont différentes. Bon, il y avait des collègues avec lesquels on est très proches, d'autres un peu plus éloignés, mais on est quand même proche des gens des bureaux, des mécanos. C'est vraiment une relation de confiance. Pour ma part, je suis très ouvert et disponible, et s'il y a un imprévu, je l'ai déjà dit, j'essaie de répondre oui quand on me demande. L'entreprise me rend bien cette confiance par toutes les responsabilités qu'elle m'a données, tous les beaux voyages que j'ai pu réaliser. Et si j'ai besoin de demander un jour, une journée, bon, j'avertis à l'avance et puis on me dit c'est d'accord. Elle fait tout, l'entreprise, pour m'arranger, sans oublier les aides à mon association humanitaire. Par exemple, quand j'emprunte un véhicule pour transporter des gens pour une association humanitaire, le patron fait souvent un petit geste financier. Et donc, en conclusion, quels étaient les avantages d'avant ou d'aujourd'hui et quelles préférences avez-vous? Je dirais que les avantages, il y en a beaucoup. Quand on aime son métier, on fait tout pour réussir et on s'épanouit vraiment à donner de soi. Il y a eu beaucoup de beaux et bons moments vécus dans le passé. Il y en a encore aujourd'hui. Et comme disait souvent un de mes grands amis qui est décédé, la vie est belle. Oui, la vie est belle quand on sait mettre du bonheur autour de soi, quand on sait être conciliant, essayer d'arranger pour tous. Oui, la vie est belle. Les techniques ont beaucoup évolué et il faut que ce soit pour le bien. Donc, j'aime bien cette vie, je suis un passionné, j'aurais envie de continuer longtemps, même malgré mon âge.
Et avez-vous des souvenirs particuliers marquants de voyages ou de véhicules de personnes? Il est vrai que j'aurais dû tenir un journal de bord, j'aurais des anecdotes intéressantes à raconter. Bon, je peux citer des petites choses comme le changement d'hôtel dont j'ai parlé tout à l'heure, mais parfois des réactions de passagers. Je me souviens un jour que j'étais à faire des manœuvres dans un passage un peu étroit. Il y avait une personne derrière moi qui dit mais on passera jamais. Et elle paniquait un petit peu. Alors j'ai dû lui dire s'il vous plaît madame, essayez de faire silence. J'ai besoin d'être très concentré parce qu'effectivement c'est pas très large. Et puis des fois, bon, des gens un peu perdus, des gens qui oublient des choses, euh, des petites histoires qui sont passées à l'étranger, par exemple, parce qu'on ne connaît pas la langue. Je me souviens en Italie des personnes qui avaient vu Chiuso sur un hôtel, pardon, un café, et s'installe quand même à la terrasse, et puis voit un serveur qui était en train de ranger des choses. On voudrait du Chiuso. Et Chiuso, ça veut dire fermé. Donc le restaurant ou le bar était fermé. Merci beaucoup. Bon.